Hello and welcome to today's event. Bonjour et bienvenue à l'événement d'aujourd'hui où il sera question des pratiques prometteuses pour la rétention du personnel soignant dans les communautés nordiques, rurales et éloignées. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré. Je suis Colleen Ferris et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom d'Excellence en Santé Canada et j'aimerais souligner que je me joins à vous depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Je reconnais et j'apprécie profondément son lien historique avec cet endroit et l'occasion qui m'est donnée de vous y rencontrer aujourd'hui. Tandis que je cède la parole à Randy pour qu'il se présente, qui est mon co-animateur, je vous encourage vous aussi à vous présenter dans la boîte de clavardage. Randy, à vous. Sorry, thanks, Colleen. Désolé, merci, Colleen. J'ai eu du mal avec mon bouton de sourdine. Alors, je vous salue depuis le cœur du territoire du traité numéro 1 et le territoire ancestral de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Je représente l'Institut canadien d'information sur la santé. Nous avons prévu un excellent webinaire et suffisamment de temps pour répondre à vos questions après de brefs exposés. Sur ce, je cède la parole à Colleen. Merci. Alors, quelques questions d'ordre administratif. Nous allons passer à la diapo suivante. Nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée pour cette séance. Si vous souhaitez entendre le français, vous n'avez qu'à sélectionner français à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires dans la boîte de clavardage en anglais ou en français et nous vous encourageons tous à réagir aux commentaires et à répondre aux questions dans cette boîte de clavardage au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'aide à tout moment de ce webinaire, vous pouvez communiquer avec l'une de nos productrices grâce à la fonction de clavardage. À présent, le programme pour aujourd'hui. Le voici. Nous allons commencer par présenter le contexte du besoin pressant de soutien à la rétention du personnel soignant dans les communautés nordiques rurales et éloignées. Ensuite, nous aurons des responsables de soins de santé de 4 sites qui présenteront des pratiques prometteuses qui favorisent la rétention du personnel de santé dans les communautés nordiques, rurales et éloignées dans lesquelles ils vivent et travaillent. Notez que vous pouvez également trouver des résumés des pratiques prometteuses sur le site Internet de SC. Nous allons afficher le lien dans la boîte de clavardage et vous trouverez également le lien dans l'invitation à ce webinaire. Dans le cadre du dernier segment de ce webinaire, nous vous demanderons de répondre à des questions afin de connaître votre opinion. Évidemment, la participation à ces sondages est facultative et vous pouvez partager vos idées dans la boîte de clavardage au lieu. À présent, avant de passer aux exposés sur les pratiques prometteuses, un peu de contexte pour ce webinaire. Nous savons que pour s'occuper des difficultés dans le domaine des soins de santé, il faut s'attaquer à divers éléments. Recrutement, éducation, champ d'application. Mais pour aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur la rétention des effectifs actuels, d'autant que nous savons que beaucoup de professionnels quittent le marché du travail ou éprouvent du stress ou encore même des symptômes de surmenage. Sur ce, Randy, à vous de nous donner un peu plus de contexte sur aujourd'hui. Oui, volontiers. Alors, j'aimerais un peu parler des collectivités nordiques rurales et éloignées. Vous savez sans doute que la population du Canada devient de plus en plus urbaine. Quasi 18 des Canadiens vivent cependant dans des collectivités rurales et nombre d'entre eux sont confrontés à des problèmes de santé importants. Il est donc essentiel de garantir un accès équitable aux soins de santé sûrs et de qualité. Mais simplement offrir une version simplifiée de ce qui fonctionne dans les zones urbaines ne fonctionnera pas, enfin certainement pas dans les zones rurales éloignées et nordiques. Chacune des régions a sa formule, ses caractéristiques qui permettent de prodiguer des services adaptés. Il n'y a pas qu'une seule solution rurale. Prodiguer des services dans un éventail complet de contextes signifie qu'il faut être confronté à un nombre de défis, notamment révision régulièrement les offres de services pour faire en sorte qu'elles répondent aux besoins en constante évolution des usagers.
Et si les problèmes liés aux ressources humaines en santé dans les grandes villes sont un véritable problème aujourd'hui, la plupart des prestataires ruraux sont confrontés à des problèmes encore plus importants. N'oublions pas qu'ils étaient moins nombreux au départ. Par conséquent, les systèmes de santé ruraux sont contraints de faire preuve de créativité et d'explorer de nouvelles façons d'exploiter les compétences du personnel dont ils disposent, même si cela signifie faire les choses différemment au jour le jour. Les soins virtuels peuvent constituer une solution extrêmement souple et pratique pour certains problèmes, mais nous savons tous que nombreux sont les services de santé qui exigent un examen et une intervention physique. Le virtuel est donc très utile, mais ne couvre pas tout le spectre des exigences. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de présenter nos premiers conférenciers pour aujourd'hui. Je vous rappelle de mettre vos questions et observations dans la boîte de clavardage et nous tâcherons d'y répondre à la fin des exposés. Alors, nos premiers conférenciers sont Max Jaskar et Dean Wilson de l'autorité sanitaire Island Health en Colombie-Britannique. Max est directeur général des opérations et de la stratégie pour les hôpitaux communautaires et les soins ruraux à distance à Vancouver. Et Dean Wilson est directeur de la santé autochtone pour la région du Mont Waddington. Max et Dean, à vous. Thank you, Randy. Merci Randy. Je suis Max Jashcook et je suis très heureux d'être accompagné de mon collègue Dean Wilson. Nous avons un modèle très innovant à vous proposer qui permet, on l'espère enfin, d'améliorer la rétention. Tansi and Kelakasla, Nugo Amkagikansi, Tlu Siwidi, Tlu Pupatin Kalas, Tlu Hukwa Mitlalagilis Kaso Bakbakwanuksiwe. I also want to acknowledge that we're calling in. Je souhaite souligner que nous sommes sur le territoire ancestral et non cédé de la nation Comox et de la vallée Comox de l'île de Vancouver. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. J'espère que vous m'entendez. Alors, nous allons passer à la diapo suivante. Alors, Island Health est une de 5 autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. Il existe 7 autorités sanitaires au total, 5 régionales, et les autres sont provinciales et autochtones. Nous avons environ 900 000 usagers. Notre géographie représente environ 56 000 km². Mais la majorité des régions sont rurales, dont l'île de Vancouver, mais aussi une partie du continent sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Nous prodiguons toutes sortes de services pour les résidents, les visiteurs, en santé publique, soins aux jeunes, soins aux personnes âgées, soins communautaires, soins primaires et évidemment soins hospitaliers. Nous avons 2 900 membres du personnel et plus de 27 000 employés au total. La région à laquelle on s'attache aujourd'hui pour notre modèle de gouvernance tripartite sert 9 communautés autochtones du nord de l'île, dont 5 sont accessibles seulement par avion ou par embarcation, ainsi que 2 agences, dont une aide les personnes qui sont loin de leur communauté, ainsi que l'association Métis du nord de la Colombie-Britannique. Environ le tiers de notre population s'identifie comme autochtone, selon le recensement. Depuis longtemps, on sait que le racisme joue un rôle important dans l'accès aux soins de santé. C'est problématique aussi pour le personnel autochtone qui travaille dans l'autorité sanitaire ou qui cherche à y travailler. Il y a des conversations de longue date sur les moyens de surmonter ces problèmes et on a compris au fil du temps que le seul moyen de progresser par rapport à ce problème, c'était de traiter des déséquilibres de pouvoir. Dans le passé, les nations travaillaient avec Island Health à titre de partenaire et soumettaient des idées
et Island Health cherchaient constamment à les comparer par rapport aux besoins de la population. Le modèle tripartite cherche à changer ce déséquilibre du pouvoir et se centrer davantage sur le point de vue autochtone. C'est fondé sur l'établissement de relations, la crédibilité, surmonter les enjeux du passé et changer la capacité de prodiguer des services. Alors, ce modèle tripartite ou tricéphale est fondé sur le modèle antérieur et propose une personne autochtone responsable. C'est le rôle que j'ai pris. Dans le passé, je travaillais pour une nation autochtone de Port Hardy et on m'a encouragé à accepter ces fonctions et je suis heureux d'avoir pu le faire. Ce rôle, ces fonctions nous ont permis non seulement d'avoir une approche autochtone, mais aussi de placer les idées autochtones, les points de vue autochtones, les valeurs et la culture autochtone dans le système de gouvernance. Cela nous permet d'envisager les aspects autochtones dans la prestation des soins à tout point de vue. Comment produit-on les soins? Comment aide-t-on le personnel pour qu'il puisse prodiguer les meilleurs soins possibles pour répondre aux besoins de cette communauté qui souvent s'est sentie marginalisée? Alors, cela a été mis en œuvre dans notre région, Waddington, et à présent, ce sera élargi à d'autres régions de l'île de Vancouver, enfin de l'autorité sanitaire de Island Health. D'autres choses que nous avons constatées d'entrée, nous avons fait fond sur des relations existantes. Dans mon cas, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le nord de l'île, surtout avec les communautés autochtones, et donc j'ai apporté cette expertise à mes fonctions. C'est ce qui nous a permis de se servir de ces relations pour revoir notre façon d'interagir entre partenaires. Et nous avons aussi créé des nouvelles méthodes de travail. Nous avons un nouveau comité de la sécurité autochtone et nous travaillons maintenant avec les nations concernant des protocoles d'entente pour avoir une prestation intégrée de services. C'était absent dans le passé, parce que, comme vous le savez, peut-être les soins de santé prodigués aux Autochtones sont financés par le fédéral et le reste par les provinces. On a examiné les solutions et les difficultés passées. On a examiné quelles avaient été et quelles étaient toujours les récriminations des Autochtones locaux et on a voulu trouver des solutions qui leur conviennent. Nous avons à présent un engagement actif avec toutes les nations de la région qui sont dans la réserve et en dehors de la réserve. Ils peuvent communiquer avec toute personne de notre équipe collaborative. Ce n'est pas que moi. Tout le monde a tenté de tisser ce genre de lien avec les nations et les familles dans le besoin. Et nous avons aussi voulu assurer davantage de prévention. Nous travaillons à avoir un système mieux intégré. Par exemple, l'équipe de la santé mentale et des toxicomanies, l'équipe de gestion de cas ont maintenant un financement conjoint. Cela permet, entre autres, d'exploiter des programmes de gestion de la consommation d'alcool et de drogue. Nous avons un engagement beaucoup plus important auprès de la communauté. Nous avons maintenant des professionnels de la santé qui vont dans les communautés et travaillent avec les équipes de santé locales. Alors, c'est une partie des travaux importants issus de cette approche. Nous savons que notre travail est innovant, nous savons que cela nous permet de changer la situation de déséquilibre de pouvoir, cela permet de mettre en exergue les difficultés vécues par les Autochtones, mais on a aussi un écho des personnes qu'on sert. Dans le passé, les personnes avaient beaucoup de préoccupations, mais n'en parlaient pas auprès des autorités compétentes. Alors, il y avait de plus en plus de préoccupations, mais c'est une indication que les choses s'améliorent parce que les gens maintenant qu'on sert comprennent qu'en présentant leurs plaintes, on réagira. C'est pourquoi on constate une augmentation des récriminations.
Les gens maintenant parlent des choses qu'ils ont observées, entre autres du racisme, des choses qu'ils n'auraient jamais fait dans le passé. Maintenant, ils voient qu'on prend leurs préoccupations au sérieux. Tout le personnel autochtone aussi se sent mieux soutenu. Un grand nombre se sont sentis un peu épuisés, évidemment, étant donné le stress actuel associé à la COVID et aux pénuries. Et ils veulent, malgré tout, continuer de servir leur communauté. Nous entendons aussi du personnel nous dire que la formation qu'on leur offre leur permet de se sentir mieux outillés pour travailler avec les communautés autochtones, surtout lorsqu'il est question de santé mentale et d'abus de substances, et d'avoir des approches beaucoup plus éclairées par les traumatismes. Et c'est ce que nous dit le personnel. On entend aussi de la part des nations qu'elles se sentent beaucoup plus écoutées, qu'elles ont l'impression que les structures de prestation de services s'améliorent, que les relations s'améliorent et que nous travaillons tous main dans la main. Donc, l'augmentation des systèmes, l'augmentation de la sécurité culturelle et le soutien du personnel pour offrir les meilleurs services possibles dans les circonstances, c'est ce qui est à la base de l'approche. Bien. Alors, c'est mon tour. Alors, on est très emballé par les progrès qu'on réalise et on cherche des possibilités de lutter contre le racisme, évidemment. Les prochaines étapes sont d'évaluer les résultats de ce modèle de manière universelle, évidemment, de diffuser à d'autres organismes de notre région et peut-être d'autres pays. Merci. Formidable. Merci beaucoup, Max et Dean. Très heureux de vous voir présenter cette information ensemble. Vous êtes un beau modèle de partenariat. Ensuite, nous allons parler avec Jason Clinchar, directeur général du Churchill Health Center de l'Office régional de la santé de Winnipeg au Manitoba. Bonjour, je suis sur la région du Traité 5 du peuple Dene, Inuit et Métis, ainsi que Cri. Je le dis dans l'esprit de la réconciliation, mais je pense que vous allez voir dans le cadre de mon exposé comment on a essayé d'entamer cette réconciliation, non seulement nous individuellement, surtout comme leaders, mais aussi comme organisation. Alors, où sommes-nous? Nous sommes vraiment sur la rive de la baie d'Hudson. Alors, je suis à peine à un terrain de football de l'océan. Alors, quand je vous dis qu'on est vraiment sur la côte, c'est le cas. On a environ 20 membres du personnel qui travaillent ici. On a une salle d'urgence, des soins de courte durée, des soins de longue durée et une clinique de soins primaires. On dessert Churchill, environ 850 personnes, dont 65% sont autochtones. On offre des services à des communautés au-delà de Churchill, dont des communautés autochtones encore plus éloignées, tout près, par exemple, du lac Brochet, pour les aider à gérer le manque de soins médicaux. Le seul moyen d'arriver à Churchill, c'est par le service ferroviaire ou aérien. Il n'y a pas moyen de vous y rendre en route, en voiture, par la route. Et notre plus grand secteur économique est le tourisme. Vous connaissez peut-être le Manitoba, mais vous ne savez peut-être pas que nous avons beaucoup d'ours polaires. Pendant la saison touristique qui commence en juillet, on double notre population. Donc, on passe de 850 à peu près 1700. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais me concentrer, surtout le recrutement des infirmiers et infirmières. Je dirais que ça fait 5 ans que je suis ici. Je suis infirmier de formation et je suis infirmier depuis 20 ans. Je suis venue il y a 5 ans pendant quelques semaines et je ne suis jamais repartie. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre où je voulais vivre et là, j'y suis. J'y suis arrivée. Et une chose m'a vraiment frappée. Je pense que c'était très simple, en fait, c'est-à-dire qu'il faut créer un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Alors, ce qu'on a voulu faire pour le personnel il y a 5 ans, c'était simplement se sourire, se dire bonjour. Et je sais que dans vos organisations, vous le faites peut-être, mais
C'est formidable à quel point cela a vraiment changé l'atmosphère de l'installation. On est arrivé à un stade où les membres de la communauté disent « Ah, mais votre personnel est souriant, il me dit bonjour. » Vous savez, ça a vraiment été l'étincelle. Et ensuite, on a eu des éléments opérationnels qui étaient déjà disponibles aussi. Plus précisément, les infirmiers et infirmières ont une rotation de 12 heures, 4 jours de travail, 4 jours de congé. Les infirmiers et infirmières travaillent 7,7 heures en moyenne par jour. C'est ce qui nous permet 2 fois par année de leur donner une rotation complète de congé, c'est-à-dire qu'elles ont 12 jours de congé de fil. Quand vous êtes dans une région très éloignée, bon, ça coûte environ 2 000 $ un billet d'avion pour venir ici. Le fait qu'on puisse leur donner un peu plus de congés, la majorité du personnel infirmier rajoute un peu de leur congé annuel et ça leur donne 4 semaines de congé, par exemple, d'un coup. Alors, ça leur permet d'aller et de venir et ça leur donne la possibilité d'aller rendre visite à la famille et aux amis qui ne vivent pas à Churchill. Sur le plan culturel, bon, l'environnement, je dirais, est sûr assez naturellement parce que nous avons une population très élevée d'Autochtones. Mais un autre élément important, c'est que on s'est centré sur cela du point de vue interne. Nos dirigeants sont surtout constitués de membres de la communauté locale qui ont commencé par des postes d'entrée et qui ont gravi les échelons avec une éducation parfois, mais aussi de l'expérience. Alors, on essaie toujours de promouvoir les gens à l'interne pour essayer d'avoir une bonne connaissance culturelle. C'est comme ça que le personnel, d'ailleurs, s'est senti plus participants actifs, comme par exemple faisant partie d'une famille. Évidemment, on a des logements subventionnés. Ça, c'est un élément important de la réussite. On a du logement pour tout le personnel. C'est en face du centre. C'est à 182 pas. Mon bureau est à 182 pas de la porte de mon domicile. Peut-être que dans votre cas, c'est plus loin ou plus proche plutôt que le bout du couloir. Alors, on a vraiment l'impression d'avoir des liens tissés qui sont très, très serrés. Ça vous permet d'aller voir votre famille. Vous savez, on a cette communauté qui nous permet de construire cet environnement vraiment convivial. Une autre chose, nous n'avons pas de contrat. Aucun des membres de notre personnel infirmier n'a signé un contrat pour rester à Churchill. Ils restent ici parce qu'ils ont envie de rester. Et ça, pour moi, c'est très important. Il n'y a personne qui oblige qui que ce soit à rester. Ce sont des gens qui veulent vraiment vivre ici. Et les services de garde, ça, c'est aussi très important. Nous sommes, je pense, les seuls de notre province où les employés du service de garde sont des employés du centre de santé. Alors, c'est notre service de garde. Et ça permet de tisser un lien étroit entre la communauté et le centre de santé. Et ça donne un accès beaucoup plus simple au service de garde. C'est dans le centre, à quelques pas d'où je me trouve maintenant. Alors, tous les employés qui travaillent pour le centre de santé peuvent aller manger un repas avec leurs enfants à midi. Alors, ça crée vraiment une dynamique familiale. Je voulais vraiment dire ceci car je ne sais pas à quoi ressemble la statistique. C'est un indicateur qu'on a des points de vue d'arrière-garde. Parce que depuis le 10 juin 2020, aucun membre du personnel infirmier n'a quitté la communauté. Alors, on a le même personnel dans notre installation depuis le 10 juin 2020. Je ne sais pas quelles sont les statistiques. D'ailleurs, je suis assez certain que c'est très bon. Je ne sais pas comment ça se compare aux autres. Et je pense que on pourrait certainement approfondir ce chiffre. C'est un indicateur, à mon avis, de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas parce que je ne sais pas quels sont les chiffres des autres. Peut-être que vous connaissez des gens qui ont le même effectif depuis une décennie. Alors, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Je pense que c'est ainsi qu'on doit mesurer nos progrès à l'avenir. C'est une bonne mesure. Alors, je peux
peut-être expliquer cela par 4 facteurs de réussite. D'abord, le succès attire le succès. Je vous ai dit, au départ, on a commencé par sourire et d'un coup, tout le monde était plus heureux. Et je le dis du point de vue des RH, mais il y a évidemment beaucoup de programmes qui sont responsables de cette réussite. Et je peux le dire du point de vue d'un dirigeant d'une installation très rurale. Je dirais que un des résultats les plus importants de ce projet, c'est que mon point de vue, le point de vue des dirigeants et le point de vue de tous les infirmiers, de tous les employés de l'hôpital, c'est qu'on n'a pas d'hôpital avec 29 lits, on a une communauté qui a 850 lits. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de frontière entre notre centre et la communauté. Donc, les infirmières ne pensent pas au congé hospitalier, elles pensent à ce qu'on fera pour cette personne une fois qu'elle quittera les murs du centre. Les infirmières et les infirmiers voient rapidement le fruit de leur travail. On a un leadership participatif. Notre leadership, c'est le même groupe de dirigeants depuis 4 ans déjà. Alors, manifestement, ça nous permet de faire avancer les projets. C'est bien d'avoir des leaders communautaires qui sont nés, qui ont grandi dans la communauté. C'est notre cas. Alors, on n'est pas constamment en recherche de nouveaux dirigeants. J'ai parlé de la forte présence de la communauté. Et là, je veux dire en dehors des heures de travail. Il y a beaucoup d'autres comités où je siège et c'est ce que veut la communauté. La communauté veut me voir pas seulement comme un dirigeant hospitalier, on veut me voir comme un dirigeant dans la communauté. Je dois m'investir dans d'autres choses. Et c'est le cas de beaucoup d'infirmiers, d'infirmières. Ils sont bénévoles dans toutes sortes d'organisations. Ça crée donc un point de vue de leadership beaucoup plus intégral. Et l'ajout du poste de commis au rôle pendant les heures ouvrables. Ça fait 6 mois que c'est en place. C'est une personne qui s'occupe du programme, pas seulement 24 heures, mais du lundi au vendredi. Et ça a été un gros avantage. Je dirais que vous devez éliminer les contraintes comme celles-ci qui sont souvent pelletées dans la cour des infirmières. Ah oui, il me reste une toute petite diapositive. Il faut vraiment tisser des liens plus étroits avec la communauté et assurer que les gens de la communauté puissent gravir les échelons. Merci. C'est formidable de voir ce que peut donner le mentorat et la formation locale dans une communauté isolée d'ours polaires et de belugas. Non, je veux dire, qui renferme des ours blancs et des belugas. À présent, nous allons nous tourner vers Mélanie McKinnon, directrice générale des services de santé Ngomizwin de l'Université du Manitoba. Mélanie, à vous. Thank you, Randy. Merci, Randy. Ah, mon écran a changé. Nous vous entendons très bien, Mélanie, alors n'hésitez pas. Très bien. Bon après-midi, bonjour, très heureuse d'être ici avec vous. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre expérience des médecins permanents à temps partiel dans les services de santé Ngomizwin. Avant 2017, nous étions l'unité médicale nordique. Avant la pandémie, on a même célébré notre 50e anniversaire. On est presque aussi vieux que l'assurance santé. À gauche, c'est notre médecin fondateur, Jack Hildiz, et je suis très heureuse de dire que sa fille continue d'être pédiatre et membre de notre équipe. Nous prodiguons des services médicaux pour le moment et des services de réadaptation, des services spécialisés et des services infirmiers dans 26 des 63 communautés des Premières Nations du Manitoba et des médecins spécialisés et de réadaptation dans 8 hameaux de la région de Kivalik. Ici, je vais surtout parler des médecins de famille. Nous avons actuellement 70 médecins de famille et 70 médecins spécialistes, jusqu'à un total de 200 selon les années. Alors, en 2010, nous avions un gros problème sur le plan du recrutement et de la rétention des médecins. À l'époque,
nous avions de 50 à 60 de postes vacants. Et dans certains de nos environnements, dont les environnements, les contextes hospitaliers, on était à 70 à 80 Donc, on a des médecins qui exercent dans 2 ou 3 hôpitaux. Par exemple, l'hôpital Hudson, l'hôpital régional CRI, enfin, ils doivent cumuler les fonctions. Et donc, nous avions beaucoup de postes vacants. On s'attendait à l'époque que les médecins vivent dans la communauté ou qu'ils y vivent à temps complet. Nous travaillons avec nos partenaires et notre groupe de médecins, mais aussi le groupe de médecins du Manitoba, l'Ordre professionnel du Manitoba, pour essayer de trouver des postes avec un quart d'équivalent temps plein à titre de suppléant. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un devrait être disponible 1 semaine par mois. On savait que les gens voulaient travailler chez nous, mais ne pouvaient pas vivre à temps complet dans nos communautés. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et on a réussi à obtenir un financement de la part de nos partenaires fédéraux pour permettre des déplacements supplémentaires, surtout dans 3 communautés très éloignées. Et dans les autres communautés, on avait déjà 4 médecins qui étaient prêts à se déplacer toutes les semaines. Il y a beaucoup d'éléments clés derrière la réussite de ce modèle. D'abord, on voulait être une organisation qui représentait les membres de sa communauté. C'était important pour nous d'avoir un leadership autochtone. Par exemple, dans mon cas, j'ai 25 ans d'expérience et je suis autochtone aussi. Alors, nous voulions que les médecins soient culturellement sensibles également et les étudiants en médecine aussi. On a demandé aux étudiants en médecine de nous envoyer une lettre d'intérêt. Pourquoi ils s'intéressaient à cette expérience? Et on exige aussi de tous nos médecins qu'ils adhèrent à une charte qui précise les attentes des membres de la collectivité. Et les usagers qui sont surtout autochtones doivent être pris en charge de manière intégrale, pas seulement du point de vue des services de santé, mais du point de vue des déterminants sociaux de la santé. C'est une attente. Alors, quelques facteurs de réussite supplémentaires, la capacité d'avoir une formation interdisciplinaire et nous organisons aussi des formations pour beaucoup d'étudiants et des stages. Et nous passons beaucoup de temps aussi avec nos médecins à aiguiser leurs compétences de leadership. On rencontre les leaders médicaux mensuellement et on a aussi une assemblée générale annuelle avec tous les médecins et tous les spécialistes en janvier. Alors, comment sait-on qu'on réussit? Eh bien, on est passé d'un taux de poste vacant de 50 à 60 à une moyenne globale d'environ 20 Et dans nos 3 hôpitaux, où on avait les défis les plus criants, on a un taux de poste vacant de 0 à 5 Et ça, c'est constant depuis 6 ans. Donc, dans l'ensemble, notre taux de rétention est passé de 6 mois à 6 ans. Et j'aime beaucoup cette citation d'un de nos médecins qui dit « Ma famille ne pourrait pas déménager dans une autre communauté éloignée. En travaillant 1 semaine par mois, je peux équilibrer mes priorités personnelles et professionnelles comme médecin d'OHS. » Alors, quelques autres diapositives. Dans l'ensemble, ces facteurs de réussite nous ont permis d'avoir un groupe de médecins qui sont prêts à venir 1 semaine tous les mois. C'est grâce à une communauté de pratique qu'on a pu opérationnaliser ce programme. Et nous avons des praticiens compétents sur le plan culturel et clinique. En exerçant à temps partiel dans un grand centre, vous savez que ce soit en soins intensifs, en soins d'urgence ou même en toxicomanie,
ou dans des programmes de réduction des préjudices et des méfaits. Ils apportent ces compétences cliniques aux environnements nordiques et ruraux. Donc, leurs compétences cliniques sont exemplaires. Les communautés ont accès à plus d'un médecin. Vous avez parfois un roulement entre 2 ou 3 médecins. Et donc, l'usager peut choisir le médecin qui lui convient le mieux. Et on continue aussi d'investir, car le financement des déplacements est important. L'investissement en amont des dépenses de déplacement permet la réduction des coûts de transport exponentiels des patients. On n'a qu'à déplacer un médecin plutôt que beaucoup de patients. Alors, on continue de travailler à soutenir les médecins de famille et on essaie de rajouter d'autres communautés. On essaie d'élargir les services spécialisés pour aussi appliquer une lentille d'équité à ces communautés qu'on sert. Alors, je m'arrête ici pour ne pas prendre le temps de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Mélanie. Félicitations. Vous avez très bien fait cet exposé et félicitations d'ailleurs pour vos excellents résultats obtenus à ce jour. La solution semble étonnamment simple en principe, mais il a sans doute fallu beaucoup de planification et de coordination de votre part et de celle de votre équipe. Alors, bravo. Notre prochain conférencier est Robert McMurdy, infirmier praticien consultant au ministère de la Santé du Nunavut. Robert, la parole est à vous. Perfect. Thank you so much. Merci beaucoup. As mentioned, so I'm here just to present on behalf of the government of Alors, Nunavut. je présente au nom du ministère de Santé du Nunavut notre système de triage à distance, une approche pour favoriser la rétention du personnel infirmier en santé communautaire de garde. Alors, pour commencer, quelques mots sur le Nunavut. Nous avons environ 38 000 personnes qui vivent dans 25 communautés. Le Nunavut représente le 5e de la masse terrestre du Canada. Toutes les communautés sont éloignées et ne sont accessibles que par avion. Environ 84 de la population est inuite et hormis Iqaluit, il y a 24 communautés au Nunavut qui sont soutenues par des centres de santé où des infirmiers et des infirmières sont chargés de maintenir les services de garde après les heures de travail. Alors, quelques mots sur le rôle de ce personnel infirmier en santé communautaire. Ce sont des infirmiers autorisés qui travaillent dans un contexte de champ de pratique élargi. Ce sont eux qui maintiennent l'accès aux soins en dehors des heures de travail. Ça peut être jusqu'à 24 heures de garde, donc ça peut être long les week-ends. Et si vous avez une nuit très chargée d'appels téléphoniques pendant la nuit ou que vous voyez beaucoup de patients, vous pouvez vite être épuisé. Également, en cas de pénurie de personnel, la fréquence des gardes augmente, ce qui aggrave évidemment le risque de surmenage et d'épuisement. Alors, quelques mots sur le programme lui-même. Le programme a été conçu pour donner un peu de répit à ce personnel infirmier. On a eu un projet qui a très bien réussi d'une durée de 3 mois. Ça a permis d'améliorer les services de garde. Ce qu'on a constaté, c'est que la majorité des appels pouvaient être pris en charge par un triage virtuel. Et donc, le personnel infirmier ne devait pas forcément se réveiller. Alors, étant donné la bonne réussite de ce programme de 3 mois, on a transformé ce projet pilote en programme pérenne pour aider le personnel. Alors, quelques mots sur le programme lui-même. Alors, le programme de triage est disponible pour les centres de santé communautaires, surtout ceux qui ont une pénurie de personnel ou alors si ce centre a un volume de patients ou une gravité de cas inhabituels. Alors, ils n'ont qu'à demander notre soutien. Ils peuvent se servir de ce système virtuel. Et cela peut couvrir 2 à 3 communautés par soir et 10 à 15 appels en moyenne. Alors, pendant l'étude pilote, sur les 10-15 appels reçus la nuit, 73 en moyenne n'exigeaient pas qu'on se réveille et qu'on active la réaction en personne, ce qui est une excellente statistique. Tous les appels entrants en dehors des heures de bureau sont généralement
filtrés par ce programme et nous déterminons si le patient doit être vu ou non. C'est fondé sur les scores 1 à 3 de l'ETG. Et évidemment, les patients plus haut risque sont vus. Alors, ça nous permet d'éviter d'éveiller un membre du personnel pour des conseils cliniques ou pour des questions touchant, par exemple, les déplacements, les rendez-vous, etc. En été, on Nunavut, dans certaines communautés, il y a des mois où il y a le soleil 24 heures par jour, ce qui signifie que les gens ont des cycles de sommeil perturbés. Alors, vous vous dites peut-être, je ne recevrai pas un coup de fil la nuit. Ça peut augmenter si, évidemment, il fait soleil très tard, sinon 24 heures sur 24. Alors, on a fait une petite évaluation. On a examiné nos communautés. On voulait savoir quel était l'impact de l'utilisation du programme et l'impact d'un triage conventionnel. Ce qu'on a constaté, c'est que pendant une période d'1 mois, quand on introduisait le programme, 40 de tous les appels reçus exigeaient qu'on active l'éveil de l'infirmier ou de l'infirmière. Alors, 60 pouvaient être reportés jusqu'au matin. Alors que lorsqu'on ne se servait pas du programme, qu'on utilisait la méthode conventionnelle, 73 des appels menaient à l'éveil de l'infirmier ou de l'infirmière. Alors, c'est une différence importante. Alors, la question est, comment sait-on que ce programme améliore la rétention? Eh bien, on vient de terminer une évaluation annuelle. On a sondé un grand nombre du personnel. Le rapport complet est disponible sur le site de EC, mais le personnel déclare qu'il se sent mieux soutenu, qu'il se sent moins épuisé. Alors, une petite statistique, 92 du personnel infirmier estime qu'il s'agit d'un service important et qu'il faut le pérenniser pour encourager le recrutement et la rétention du personnel infirmier de première ligne. Et une infirmière nous a dit, ce service a permis d'effectuer un triage très approprié, évitant les examens superflus qui peuvent attendre au matin ou au lendemain. Je trouve que c'est un excellent service, qu'il faut le maintenir pour diminuer le stress et l'épuisement du personnel infirmier. Alors, quelques facteurs de réussite. D'abord, le ministère de la Santé était vraiment derrière le projet, nous a permis d'en faire une promotion et de matérialiser ce qu'on imaginait. Qualité du triage, ce qui est important. Et c'est ce qui a permis surtout d'éviter l'infirmier ou l'infirmière de garde quand l'appel était superflu. Gestionnaire de projet dévoué qui travaille très fort, surtout en dehors des heures de travail, pour répondre aux besoins et aux exigences du programme. Alors, soutien informatique souple également. C'est ce qui nous a permis d'aiguiller des demandes virtuelles aux besoins. Et enfin, le soutien du personnel infirmier en santé communautaire. Ils veulent maintenir ce programme et c'est grâce à eux qu'on continue de financer ce programme. Du 1er mai au 30 novembre, on a soutenu 547 quarts de garde et maintenant, ce nombre a augmenté. On aide de 6 à 12 communautés par jour. Alors, les prochaines étapes, recherche d'évaluation continue. On veut savoir quels sont les coûts de ce programme par comparaison avec un coût conventionnel. Alors, quelles sont les épargnes? Parce qu'on peut reporter des appels inutiles au lendemain. Alors, on estime que on n'a certainement pas une augmentation des coûts, mais on espère avoir une évaluation concrète ultérieurement. D'autres choses qu'on a mises en place, un programme de triage virtuel H24, 7 jours sur 7, pour les communautés qui ont une pénurie de services.
surtout lorsqu'il n'y a pas de service, ils sont fermés parce qu'on a une trop grosse pénurie. Et on a également aussi des ambulanciers en soins avancés sur place. Et nous allons continuer de travailler avec le personnel immobilier et la direction pour trouver d'autres moyens de les aider. Next slide, please. Alors voilà qui conclut. Je souhaitais simplement remercier les gestionnaires de programmes qui sont vraiment passionnés par la réussite de ce programme. Et ça se voit, car ils y ont consacré une quantité d'efforts et de travail formidable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je le disais aussi, vous pouvez consulter notre rapport sur le site de SC. J'ai l'impression que ceci s'appliquerait à beaucoup de collectivités rurales ou éloignées. Merci. Merci à vous, Robert. Avant de céder la parole à notre public, je souhaite vous remercier. C'est formidable de voir quelle différence vous avez fait. Et je pense qu'évidemment, ça s'appliquera ailleurs. Je peux le dire parce que moi aussi, j'ai le grand privilège de travailler au Nunavut. J'y suis allée à bien des reprises et je pense que ce genre de service pourrait vraiment changer la donne. Vous le dites, mais je pense qu'il faut le répéter. Un grand nombre des résidents du Nunavut vivent dans 25 communautés distinctes, c'est-à-dire qu'aucune n'est reliée par une route. Alors, les services virtuels sont un excellent moyen de compléter les capacités locales. Ça rajoute un potentiel formidable. Alors, je vais commencer à passer en revue certaines des questions dans la boîte de clavardage. Je sais qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, mais on fera de notre mieux. Alors, la première, quelques personnes l'ont posée, la définition du rural par rapport à urbain. Et il y a une réponse dans le clavardage, mais je dirais qu'il y a toutes sortes de définitions selon le contexte. Évidemment, la définition peut varier. Mais si vous consultiez la littérature scientifique, vous verriez que ça peut varier beaucoup. Jason, il y a quelques questions sur le centre de santé Churchill, à savoir si les 4 et 4 quarts, c'est un temps complet. J'ai vu quelques questions là-dessus. Alors oui, c'est un poste à temps complet. Et sans entrer vraiment dans la quincaillerie, je vous dirais que, bon, je pourrais, par exemple, présenter la convention collective, le roulement, tout ça est public. Je pourrais même organiser une conversation avec les gens qui sont intéressés, mais c'est à temps complet. Lorsqu'ils ont ces 4 jours de congé, ça n'est pas payé, mais la majorité des infirmiers et des infirmières se servent de leurs heures supplémentaires ou n'importe quoi pour compléter, si vous voulez. Alors, essentiellement, c'est un chèque de paie complet. Alors, c'est une rotation de 6 semaines sur un horaire de 8 semaines. C'est compliqué, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire davantage. Oui, c'est vrai, c'est un vrai puzzle. Vous avez dit 4 jours de congé, vous voulez dire 12. Oui, oui, excusez-moi. Quand vous avez parlé de 12 heures de quart, je me suis dit, oui, 12 fois 4, ça fait 48, c'est quand même une charge à temps complet. Il y a une question de Mélanie. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent dans votre contexte sont du Manitoba ou d'ailleurs? Nous avons des médecins de bien des instances, pas que le Manitoba, mais ils doivent avoir un permis d'exercice au Manitoba. Je dirais que la moitié des médecins viennent de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et beaucoup de l'Ontario aussi. Les personnes qui travaillent dans le programme hospitalier, on exige qu'ils aient un engagement de 10 à 14 jours. Alors, souvent, ils viennent un lundi matin, ils restent le week-end et ils sont de garde, un de deux médecins de garde, et ils travaillent la 2e semaine jusqu'au vendredi et rentrent chez eux. Comme ça, on paye pour l'aller-retour, de sorte qu'ils n'ont pas à payer pour leur déplacement. Merci, Mélanie. Robert, nous avons une question pour vous. Ça concerne les infirmiers et infirmières communautaires. Est-ce qu'ils ont les mêmes critères que le programme virtuel? Pourquoi ça change? Ah, oui. Alors, ils se servent des mêmes critères d'évaluation et ça respecte les mêmes lignes directrices de formation. C'est une bonne question. Et il y a un certain nombre de raisons qui expliquent la différence. Vous savez,
lorsque vous avez quelqu'un de l'extérieur du territoire, il peut passer du temps à parler avec le patient également. Alors que si vous êtes déjà épuisé, que vous êtes de garde, qu'il est 4 heures du matin, vous allez peut-être tout simplement décider d'aller au centre, que c'est plus simple d'aller voir le patient. On ne s'est pas vraiment penché sur la question, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi le nouveau programme réduit le nombre d'appels ou de clients vus tout de suite. Alors, Kelly Ripley, productrice de essais, a gentiment versé dans la boîte de clavardage quelques liens dont on doit prendre connaissance, car il y a toutes sortes d'outils disponibles sur le site Internet de essais et également de l'ICIS. Alors, cette boîte de clavardage sera disponible dans l'enregistrement et ce sera facile également de les trouver sur notre site Internet, que ce soit celui de essais ou de l'ICIS. Jason, une autre question pour vous. Quelqu'un a posé une question sur les formidables services de garde. Est-ce que c'est 24 heures? Comment ça marche? C'est de 8 heures à 16 heures. L'immeuble est le même pour l'hôpital, la garderie et l'école. Alors, il y a un système après l'école aussi. On essaie de prolonger, mais on n'a pas vraiment de besoin au-delà de 8 heures à 16 heures. Je dirais que si votre enfant a besoin d'une place de garde, eh bien, il n'a pas besoin de se mettre sur une liste d'attente. Pas de liste d'attente pour un service de garde. Non, non, mais venez chez nous, il n'y a pas de problème. Oui, ça sera très populaire. Je vois quelques autres questions. Une personne d'un vétérinaire qui dit que les difficultés en santé vétérinaire, en sciences vétérinaires sont les mêmes qu'en santé humaine. Ça ne m'étonne pas. On nous dit aussi qu'un enregistrement sera disponible dans les jours à venir. Alors, on espère que vous pourrez vous en servir si vous voulez avoir davantage d'informations et que vous partagerez l'enregistrement avec des collègues, des personnes qui s'intéressent à ces questions, mais qui étaient empêchées aujourd'hui parce qu'on sait que évidemment, quand on choisit une heure, ça ne permet pas à tout le monde de participer. C'est pourquoi l'enregistrement est disponible. L'autre chose qui se trouve sur le site Internet de SC, c'est que pour ces 4 récits que vous avez entendus, il y en a 4 autres, mais il y a aussi beaucoup plus de détails. Vous pouvez avoir une description beaucoup plus étoffée. Il y a aussi les coordonnées des personnes qui ont présenté. Et si jamais ce n'était pas le cas, vous pouvez nous écrire à ESC ou à l'ICIS et nous allons vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent répondre à vos questions. Je continue de regarder les questions qu'on a reçues. Une de Jennifer White. Quelles qualifications personnelles ou titres sont exigés du personnel de répartition? Robert. Alors, du point de vue de la formation, on a la formation CITAS, c'est-à-dire la formation de base au Canada pour le triage. Ça, ce n'est pas une formation en personne, mais on l'a un peu modifiée de sorte que la personne qui enseigne connaît très bien le domaine virtuel. Et par ailleurs, on exige qu'ils aient une expérience dans le territoire. Il y a beaucoup de nuances, vous savez. Il y a beaucoup d'informations très importantes. Par exemple, quelles sont les considérations particulières pour les Inuits? Comment soigner quelqu'un? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était une exigence, c'est une bonne chose parce que le reste du Canada a rarement cette connaissance. Oui, formidable. J'ai une question qui vient de nous venir pour Max et Dean. J'aimerais savoir, et ça vient de Marie-Ève Barbeau, j'aimerais savoir quelles ont été les premières étapes de formation au sujet de la sécurité culturelle, quel était le contenu et quel a été l'impact sur la réussite professionnelle. Max et Dean? Merci. Alors, le service de soins de santé autochtone de Island Health a déjà des modules de formation. Ça commence par un cours qui est disponible à tout le monde en Colombie-Britannique pourvu qu'on soit dans la fonction publique. Et on a élargi en partenariat avec les nations de l'île pour créer un point de vue plus précis de ce que sont les pratiques éclairées par les traumatismes. Et localement, on a aussi mis au point une formation accrue et des communautés de pratique.
Et on entame un projet pilote avec notre infirmière de liaison qui travaille à la création d'un cheminement sur la sécurité culturelle pour les dirigeants. C'est très important que les dirigeants soient aussi formés pour que cela ruisselle jusqu'à la première ligne. Alors, ce sont les points focaux pour le moment. Formidable. Merci, Dean. Alors, Colleen, je pense que nous avons quelques questions de sondage, n'est-ce pas, avant de conclure? Merci beaucoup, Randy. Ce fut vraiment inspirant d'entendre ces histoires. Je sais que les moments sont très difficiles pour l'effectif en santé, mais sachant qu'il existe des pratiques prometteuses, ça nous donne beaucoup d'espoir. Alors, tandis qu'on s'approche de la fin de ce webinaire, votre rétroaction nous est très précieuse. C'est à partir de cette information qu'on conçoit les prochains webinaires. Alors, veuillez prendre quelques instants pour nous donner votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Nous allons afficher un sondage et vous allez voir les questions s'afficher. Elles sont très simples. Alors, quel est votre genre? C'est la première question. Genre étant le genre que vous ressentez ou que vous exprimez publiquement. Vous avez homme, femme, diversité de genre ou préfère ne pas répondre. Ça, c'était la première question. Ensuite, mes connaissances sur les pratiques prometteuses qui soutiennent la rétention de la main-d'œuvre de la santé dans les communautés nordiques rurales éloignées se sont améliorées à la suite de ma participation à ce webinaire. Et là, vous avez le choix de oui ou non. Et enfin, le webinaire m'a fourni des informations utiles. Et de nouveau, vous pouvez répondre oui ou non. Et surtout, vous devez appuyer sur « Envoyer » pour que nous recevions vos réponses. Alors, je vous donne un petit instant avant de mettre un terme à ce sondage. Comme Randy le disait, il y a 4 autres pratiques prometteuses que l'ICIS et l'ESC ont présentées. Et donc, nous aurons un autre webinaire dans un avenir approché pour présenter ces 4 autres pratiques prometteuses. Merci, Colleen. Je souhaite remercier tout le monde qui a été des nôtres. C'est formidable de voir autant de personnes, de voir autant de questions également. Vous avez posé des questions vraiment éclairantes et il y a eu un échange vraiment formidable entre vous et les conférenciers. Alors, surtout, partagez cet enregistrement lorsqu'il sera disponible. Merci et merci à vous, Randy. Notre partenariat avec l'ICIS est formidable et merci à nos conférenciers pour leur communication vraiment intéressante et encourageante par rapport à ce qu'on peut faire pour mieux recruter et retenir en vue d'améliorer, évidemment, les soins prodigués aux patients. Si vous avez des questions ou des observations, écrivez à Jennifer Major. Nous allons présenter son adresse électronique à l'écran. Et merci à vous tous, membres de notre public, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Voilà qui conclut ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.